Bonjour à tous, nous sommes dans les jardins de la Paloma, donc, qui est un des lieux à Monaco, puisque nous sommes à Monaco. La baie est absolument magnifique, qui est un des lieux donc, dédiés à l'art contemporain, à la création. Nous sommes avec Charlotte Cassiraghi, je suis ravi d'être avec vous sur cette magnifique terrasse pour qu'on explique justement ces rencontres dont vous êtes à l'origine. Oui, ça a été plutôt un travail d'équipe, puisque c'est aussi du fait d'avoir eu un merveilleux professeur de philosophie en terminale avec qui j'ai gardé des liens très forts et d'autres rencontres que j'ai pu faire qui m'ont amené justement à créer les rencontres philosophiques. C'était où la terminale? C'était qui le professeur? C'était Robert Maggiori, Ah oui. j'étais au lycée à Fontainebleau en fait. Voilà, Robert Badgery qui écrit dans Libération, là, Exactement. qui chronique l'actualité philosophique. Et alors, comment passe-t-on, Charlotte Cassiraghi, de la réflexion à l'idée qu'on va mettre en place ici, un petit peu partout dans la ville, justement, des rencontres philosophiques, parce que c'est la 3e édition. Oui, c'est la 3e édition cette année. Alors évidemment, il y a toujours la partie du rêve. On rêve de monter un projet et ensuite il faut le réaliser. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un soutien incroyable du ministère des Affaires culturelles qui nous a vraiment, ils nous ont accompagnés dans ce projet. Ils y ont cru depuis le départ. Donc on a rapidement pu construire un vrai projet, c'est-à-dire pas un événement, parce qu'on aurait pu décider simplement de donner un prix de philosophie ou faire une soirée, ce qui n'était absolument pas l'idée des rencontres. C'était d'inscrire à Monaco la philosophie dans la durée. Et qui vient, alors, Charlotte Cassiraghi? Alors on a un public très très large puisqu'on a beaucoup d'étudiants, de lycéens, en fait des personnes de tous âges et qui n'ont pas forcément de formation philosophique ou littéraire. C'est vraiment un public très large. Et quel accueil vous avez reçu des philosophes, justement, que vous avez sollicités pour participer à ces rencontres? Ben, on a été très surpris justement de la bienveillance des philosophes qu'on a invités à Monaco, puisqu'on avait peur peut-être qu'il y ait des préjugés, voilà, par rapport à Monaco. Et en fait, j'ai toujours eu le sentiment que du fait qu'on leur donnait beaucoup de liberté, en tout cas, de penser, de s'exprimer, de parler de leur travail à un public plus large, finalement, ils ont aussi besoin de ça. Mais alors, ils interviennent, puis ils dialoguent avec la Ouais. salle, ça se passe comment? En fait, ce qu'on fait toute l'année à Monaco, ce sont des ateliers philosophiques. Donc, il y a un grand thème pour toute l'année. Cette année, c'est répondre de la violence. Et on a 7 ateliers qui traitent une question particulière. Et on a 3 philosophes, 2 ou 3, ou parfois un seul, qui sont amenés justement à exposer leur travail, leurs pensées. Et ensuite, il y a un dialogue avec la salle qui se passe à la fin en fait, de cette rencontre. Est-ce que la formule a évolué depuis le début? Alors sur les ateliers, la formule est restée assez simple et Ouais. classique. Après, on fait d'autres projets, notamment à Paris cette année, où nous allons faire des rencontres autour de questions d'actualité. Alors là, ce sera un format différent, puisqu'il y aura plus d'interactions avec la salle tout au long en fait, de la rencontre. Donc on teste différentes choses. Et est-ce qu'il y avait, Charlotte Cassiraghi, une tradition à Monaco, justement, de gens qui avaient tenté d'organiser avec des intellectuels des rencontres de ce type, avant celle-là? Alors autour de la philosophie spécifiquement, non. Après, il y a toujours eu au sein de la Fondation Prince-Pierre beaucoup de rencontres autour de la littérature, mais aussi de la philosophie. Il y a eu évidemment des choses qui ont été faites, mais spécifiquement pour la philosophie, c'est la première fois. Tout à l'heure, on évoquait la thématique qui est celle de la violence. Évidemment, tout le monde comprend que ce soit la thématique que vous traitiez cette année. Est-ce qu'on peut savoir qui va venir et comment ça va s'organiser et de quoi allons-nous parler ou allez-vous parler? Alors, nous allons commencer évidemment notre première rencontre sur les origines de la violence et ensuite on aborde plusieurs aspects de la violence, notamment la question de la représentation de la violence. On va aussi traiter de la nature et violence aussi, donc la question de la nature aussi. Enfin, on a une palette de sujets assez passionnants et nous avons la chance d'avoir des philosophes comme Frédéric Gros, comme Marc Répon, comme Jean-Pierre Dupuis, Fabienne Brugère, Céline Spector. Enfin, la liste est longue puisque nous en avons 3 à chaque fois. Et donc voilà comment s'annonce un petit peu. Et vous suivez ça avec beaucoup d'attention, parce que c'est quand même important
D'abord, c'est important à organiser, c'est complexe à organiser, et puis c'est aussi important de suivre la façon dont ça fonctionne, non? Je travaille de très près avec donc Robert Maggiori, Raphaël Zaguri-Orly et Joseph Cohen. Nous travaillons vraiment ensemble, notamment sur l'élaboration des thématiques. Et puis aussi, on a tellement d'aspects différents du projet, puisqu'on a aussi le prix de philosophie, on édite une revue, on publie les textes des ateliers, on a un site internet. Donc c'est un peu une mini-université du fait, non? Oui, enfin en tout cas, je ne sais pas si le mot université convient, mais en Mini. tout cas, mini. Voilà. En tout cas, on essaye de trouver des moyens pour diffuser la philosophie et réaliser cette passerelle entre le milieu universitaire qui peut se refermer sur lui-même Et ici. et ailleurs aussi. Donc c'est l'idée de créer ces ponts. Qu'est-ce qu'il y avait comme thème pour les deux précédentes Alors les deux éditions précédentes éditions, la première édition était sur le thème de l'amour et la deuxième sur le thème du corps. Et l'idée, par exemple, que ça peut aller à Paris ou que ça peut aller ailleurs, d'ailleurs dans l'espace francophone, c'est une idée sur laquelle vous travaillez actuellement? Oui, on travaille beaucoup là-dessus puisque évidemment le cœur du projet est à Monaco, puisqu'on a réussi un petit peu le pari d'inscrire la philosophie dans l'actualité culturelle de Monaco en faisant des rencontres régulières. Donc on a réussi à avoir un public très fidèle, mais il faut évidemment s'exporter, c'est-à-dire faire rayonner aussi des initiatives qui se passent à Monaco ailleurs et de faire voyager les rencontres, puisque c'est assez unique ce qu'on propose, qui est de rassembler des grands philosophes et intellectuels autour de thèmes qui peuvent toucher un public plus important. Et le prix, Charlotte Casiraghi, il récompense quoi? Un livre, un travail, une œuvre? Je dirais qu'on a plusieurs prix, Ouais. puisqu'on a le prix des rencontres philosophiques qui est donc décerné à un ouvrage publié en langue française ou traduit en langue française dans l'année. Et l'ouvrage doit être accessible, donc ce n'est pas une thèse ou un ouvrage qui ne pourrait pas être accessible au public et qui doit proposer quelque chose d'innovant et de surprenant dans sa réflexion. Et on a aussi un prix lycéen, puisqu'on organise au lycée à Monaco un concours de dissertation autour d'un sujet qui aura été en rapport avec nos ateliers. On donne une mention honorifique à une maison d'édition qui a œuvré pour la production d'œuvres philosophiques. Et on a aussi cette année un prix qui est le prix de la principauté, qui est décerné à un philosophe pour l'ensemble de son œuvre. Ça va donc durer pendant combien de temps, ces rencontres? Ces rencontres durent jusqu'au mois de juin, où nous avons après un colloque au mois de juin et la remise du prix des rencontres. Merci mille fois. Merci. Et voici le sommaire. La philosophie semble retrouver sa place dans la cité et pas seulement à Monaco. Le phénomène concerne toute la francophonie. Nous allons essayer de comprendre les mécanismes de ce nouvel engouement pour la philo. Le couple de musiciens maliens, Amadou et Mariam, est de retour avec un nouvel album. Nous en parlons aujourd'hui. Et pour notre dernier débat du jour, nous allons voyager dans un futur post-apocalyptique, celui de Blade Runner 2049, suite signée par le réalisateur québécois Denis Villeneuve. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti! Voilà, après le sommaire et sous ce magnifique soleil, nous allons donc vous présenter ceux qui, vous le savez, appartiennent à l'équipe de 300 millions de critiques, à commencer par Mathieu Dugal. Mon cher Mathieu, bonjour. Vous avez une magnifique coiffure, des lunettes remarquables, une mine de Québécois, mais nous sommes à Monaco, il fait un temps radieux puisqu'il fait plus de 25 degrés. À vos côtés, Alain Gerlage de la RTBF, qui a été décoré de la Légion d'honneur du Frelon. Je peux voir ça ici. Bravo, toutes mes félicitations, vous avez attendu des années. Merci Guillaume, oui. L'aboutissement d'une vie. Une carrière. D'une carrière. Francophone. Attention, on ne rigole pas, bien évidemment. Estelle Martin, le TV5 Monde, qui est à mes côtés, légèrement vêtue. Oui, mais c'est beau. Comment? Ah bah oui, il fait extrêmement beau. Nous avons rendez-vous maintenant avec Michel Serruti de la radio-télévision suisse, qui lui a été préservé de l'ordre du Frelon. Et à ses côtés, nous accueillons avec beaucoup de plaisir, puisqu'il représente la principauté, Cristiano Raimondi. Bonjour Cristiano. Bonjour. Vous avez ouvert un bouton, je suis solidaire deux boutons, avec les autres dans ce ce qui fait très chaud. Alors il faut dire plus sérieusement que vous travaillez ici, puisque nous sommes à la Villa Paloma, donc auprès justement de la constitution des collections, des musées, car il y a une politique culturelle, une politique artistique à Monaco, mais on va en parler dans un instant, puisque le premier sujet sort directement de l'entretien que nous avons eu avec la princesse Charlotte tout à l'heure. Il s'agissait donc de la philosophie. Nous en parlons en ce début d'émission qui,
trouve sa place dans toutes les cités, dans toutes les capitales, les fameux cafés philo, et pas simplement ici à Monaco. Le phénomène concerne, on va le voir, toute la francophonie. Les rencontres philosophiques attirent un public qui est de plus en plus éclectique et un public qui est de plus en plus jeune. Les essais philosophiques qui sont nombreux et qui agitent le débat politique, par exemple en France, ont quitté souvent les étagères des librairies pour s'étaler en vitrine, pour aussi participer à des émissions de radio, de télévision. Nous allons essayer de comprendre les mécanismes de ce nouvel engouement pour la philo. En commençant par vous, Mathieu Dugal, que se passe-t-il au Québec? Il y a un jeune professeur de philosophie au Collège Montmorency à Montréal qui est aussi rappeur. Il s'appelle Jérémy McEwen. Et il l'a créé, et ça, c'est vraiment intéressant parce que je pense que pour que la philo ait des résonances auprès des jeunes générations, il faut qu'on la fasse parler, qu'on la mette en relation avec ce qui est l'univers des jeunes. Et lui, il a créé un cours de philosophie du rap. Et par exemple, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce cours-là? J'adore le côté paradoxal de Mathieu. Alors, allez. Mais en fait, Aboutissons. ce que Jérémy McEwen fait, c'est par exemple qu'il met en contact le rap de Tupac Shakur avec, par exemple, l'art de la guerre de Machiavel. Et donc, il fait étudier à ses étudiants, en fait, il leur donne comme devoir d'étudier l'œuvre de Tupac Shakur avec un regard de Machiavel, avec l'art de la guerre. Ouais. Et donc, pour que la philo puisse vouloir dire quelque chose aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on puisse faire ces liens-là, parce qu'on sait que dans une certaine frange de la philosophie, on n'aime pas du tout ça. Et moi, il y a une anecdote qui me vient en tête quand je pense à ça. C'est le grand Martin Heidegger. Vous savez qu'un de ses étudiants, lorsqu'il enseignait à Fribourg, voulait venir le rencontrer pour discuter, pour avoir ses lumières sur la philo. Et il s'est buté à sa femme en entrant, en voulant aller le rencontrer. Sa femme qui était, paraît-il, une marâtre de première. Et sa femme lui a sèchement fait comprendre que ce ne serait pas possible de voir M. Heidegger. Et elle lui a dit, donc, à l'étudiant, cette phrase qui est demeurée célèbre, « Ici, on pense ». Oui. Et je pense que la philo, heureusement, s'est émancipée de cette espèce de tour d'ivoire-là dans laquelle on a voulu souvent l'enfermer. Mathieu, c'est un phénomène isolé, cet enthousiasme, ou ça concerne vraiment l'essentiel de la population? Les livres se vendent? Soyons... C'est-à-dire que ça demeure quand même relativement, pour le moment encore, un phénomène de niche, mais de moins en moins parce qu'on a des nouvelles générations de gens qui font ce travail-là pour aller vers les gens. Et ça, ils n'ont rien inventé. Hein. Les Grecs, les post-socratiques... Les Grecs, de l'autre côté. Ils y étaient, les post-socratiques, il y a 2000 ans, ils y étaient déjà dans cette philo-là qui va vers le peuple. Estelle Martin en France. J'ai l'impression que c'est dans la même dynamique, c'est-à-dire, effectivement, les gens ont envie d'avoir des clés pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et il y a les bonnes personnes. En France, nous avons notamment Raphaël Enthoven, philosophe, qui est sur Europe 1, donc qui est une radio qui est extrêmement écoutée. Il est dans la matinale. Vraiment, il essaye de décrypter. C'est pas la philosophie pour les nuls, mais c'est la philosophie qui est quand même vraiment comme avec Tupac, hein, qui est adaptée. On essaye de mieux comprendre. Il a une très jolie émission aussi sur Arte, où, par exemple, il nous explique qu'est-ce que la démocratie et il part d'un débat entre Trump et Hillary Clinton. Donc d'un coup, ça nous parle à nous qui ne sommes pas, qui ne sommes plus étudiants. Il faut dire que les philosophes en France sont partie prenante du débat politique depuis très longtemps. C'est quand même la tradition française. Exactement. Et il y a qui des remonte livres... aux Lumières et qui s'applique à la journée, aux journées d'aujourd'hui et aux préoccupations qu'on développait à Monaco. Donc il y a à la fois cet aspect bien-être, qui suis-je, comment sortir des angoisses, et en même temps un aspect politique, car leur présence dans les journaux et dans le débat politique est quotidienne. Et il y a cette volonté, moi je trouve qu'il y a eu un basculement effectivement, en fait, d'être plus pédagogue. Je pense à Michel Serres, Petite Poussette, où vraiment c'était la nouvelle génération, expliquer cette génération mutante. Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir des clés. Des sciences. Mais effectivement, et donc nous, on a besoin d'avoir des clés pour mieux comprendre ce qui se passe, parce que le monde va trop vite, et la philosophie nous permet de calmer le jeu, de prendre le temps de réfléchir. Belgique. La situation est un peu comparable chez nous. Hein. Il y a en effet de plus en plus de philosophes dans les médias. Il ne faut pas se faire d'illusions. Je crois que ça trahit quand même un malaise dans la société par rapport au terrorisme, par rapport à toutes les questions que posent les différentes crises liées à la migration, par rapport à toutes les interrogations sur le nouveau monde numérique, l'émergence de l'intelligence artificielle. On a besoin d'une parole qui va au-delà des simplismes. Parce que souvent, le débat... du journalisme, surtout.
Évidemment, et c'est d'ailleurs intéressant que les journalistes eux-mêmes essayent de faire venir des philosophes lorsqu'on a, y compris des émissions spéciales après un attentat. Moi, je l'ai fait avec d'autres collègues, faire venir 2 philosophes dans la foulée des attentats pour essayer d'avoir une autre parole que la parole simpliste que l'on peut parfois avoir dans le débat public, y compris d'ailleurs venant des politiques. Est-ce qu'il y a la même chose en Suisse? Est-ce qu'il y a des cafés philo? Est-ce qu'il y a tout ce mouvement autour du bien-être et de la philosophie? Il y a un auteur que l'on connaît particulièrement au-delà des frontières suisses, philosophe de formation et dont les écrits fonctionnent bien. C'est Alexandre Jolien, bien sûr, qui est philosophe et qui écrit des bouquins. Il en a écrit un récemment avec Christophe André, d'ailleurs. Il y a des cafés philo, enfin les magazines de psychologie, de philosophie, pardon, aussi se vendent bien en Suisse. Donc il n'y a aucun problème quant à ça. Il y a évidemment moins de personnes qui sont dans le domaine public. On peut peut-être penser à Jean Romain, qui est philosophe aussi, qui est écrivain, qui intervient passablement dans les médias, qui a écrit quelques livres. Mais en Suisse, ça se passe de la même manière que ça peut se passer en France. Que se passe-t-il, mon cher Cristiano, en Italie, à Monaco, et peut-être aussi à travers le prisme qui est le vôtre, c'est-à-dire de travailler dans le domaine de l'art? Des fois, j'ai l'impression que dans le domaine de l'art, on travaille un peu en backstage, si je peux dire. Des fois, je pense qu'on est un peu... Notre discours, nous on se base sur le... On étudie, on lit beaucoup de philosophie pour essayer de construire aussi la construction de notre... Vos expositions, de nos le travail que vous faites. expositions, la recherche historique. Bon, dernièrement, c'est vrai que moi, personnellement, je m'appassionne beaucoup à l'anthropologie, à l'ethnographie. Il y a des essais critiques sur l'art, donc la sémiologie, l'esthétique. Je ne suis pas trop ciblé, je ne suis pas encore dans cette naturalisation de la philosophie, dans le sens que je ne suis pas encore le public, c'est un nouveau public qui s'approche à la philosophie. Mais l'expérience, je préfère parler de Monaco parce qu'en effet, c'est ici où je vis depuis 10 ans. Donc, je dois dire que je vois les premières, comment je peux dire, résultats de ces rencontres de philosophie. Je le vois par rapport au public au musée, je le vois par rapport aux jeunes qui ont une ouverture beaucoup plus... bon, les jeunes, depuis toujours, sont beaucoup plus ouverts que les adultes, mais je vois que ça amène quelque chose de nouveau, ça amène une nouvelle énergie, un esprit. Ici, c'est un petit laboratoire, Monaco, on est très peu, donc on peut effectivement expérimenter des phénomènes comme celle-là et voir des résultats à court terme. Donc c'est très, très intéressant et c'est un peu aussi ce qu'on cherche de faire avec les musées. Les rencontres philosophiques de Monaco, là, je parle de l'interactivité, concerne également les plus jeunes. Les ateliers scolaires sont organisés sur Twitter. Edwige, par exemple, a posté le destin d'un enfant heureux de découvrir la philosophie, le compte Twitter, évidemment. Et la page Facebook de l'émission sont à votre disposition pour partager vos impressions, vos découvertes. Et donc, le site internet de TV5 Monde est à votre disposition. Nous allons changer totalement de sujet puisque nous allons parler donc d'Afrique et de musique. Le couple de musiciens malien Amadou et Mariam est de retour avec un nouvel album. Vous les connaissez bien évidemment. C'est le 8e, 8 disques d'amour ininterrompu avec un public qui dépasse aujourd'hui très largement les frontières de la francophonie. Je vous propose d'écouter un extrait de La Confusion, qui est donc le titre de l'album, et nous en parlerons après. Que tout le monde chante, 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 que tout le monde danse, 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 que tout le monde bouge, bouge, bouge. Que tout le monde chante, 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 que tout le monde danse, 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 que tout le monde bouge, bouge, bouge. C'est la confusion, c'est l'illusion, ne sait plus poser la question. C'est la confusion, c'est l'illusion, ne sait plus poser la question. Mon cher Yves Bigot, bonjour. Vous êtes le patron de TV5 Monde. Bonjour, Guillaume. Donc, vous avez bien fait de venir. Nous sommes à Monaco. Terre Qu'est-ce que vous- francophone. Voilà, terre francophone. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes là. Que pensez-vous de l'album? Cet album, on va dire, se démarque un petit peu de ce qu'on a connu d'abord de leur production malienne à l'origine, puis de Dimanche à Bamako, produit par Manu Chao, donc avec qui établissait
en tous les cas auprès du grand public une bonne fois pour toutes leur style. J'en avais fait l'album de l'été de France 2, ça devait être en 2004 si ma mémoire est bonne, donc grand succès public. Et là, on va dire, ils insistent sur le titre dit tout, la confusion du monde. C'est chaud, c'est une chanson sur les migrations, pas seulement les migrants, mais sur le danger qu'il y a pour les jeunes Maliens et les jeunes Africains en général, de vouloir aller chercher le bonheur là où ils pensent le trouver, mais où il ne les attend pas nécessairement, sans parler évidemment de cette Méditerranée absolument magnifique, mais tellement pleine d'embûches pour eux aussi, hein, et qui est devenue un cimetière, malheureusement, de migrants, mais sur une musique qui est plus dansante que jamais. Alors là aussi, c'est un euphémisme, parce que la musique malienne est dansante par nature, mais le jeune producteur français avec lequel ils ont travaillé, voilà, est un spécialiste de l'électro, etc. Donc il a, on va dire, au niveau sonore, sonique même, accentué voilà, le côté purement dansant d'Amadou et Mariam. Et du coup, ça fait ce mélange qui est toujours un peu ce qui est la clé de la pop. C'était le principe même des Beatles, hein, on va dire. Donc ça a établi un peu voilà, le genre de la musique moderne, c'est-à-dire des paroles tristes, parfois sombres ou nostalgiques, sur une musique joyeuse et euphorique. Michel. Je vais rebondir sur ce que disait Yves par rapport justement à cette association de style entre Adrien Durand, c'est un de vos parents, Pas du tout. Voilà, ça s'écrit comme vous d'ailleurs. Bon Voyage Organisation. Exactement, voilà, membre du groupe du collectif Bon Voyage Organisation, c'est lui qui signe cet album. Et puis Amadou et Mariam, je vous avoue que pour avoir écouté Amadou et Mariam en interview, Amadou expliquait qu'ils avaient souhaité revenir à une musique un tout petit peu plus simple que les albums précédents, une sorte de retour aux sources pour eux, mais en même temps aussi, ils voulaient faire des choses qui étaient nouvelles parce qu'ils ne voulaient pas toujours rejouer la même chose. Ils voulaient séduire, continuer de séduire le public et que ce dernier vienne vers eux en découvrant de nouvelles choses et pas être catalogué, on va dire, de ringard. Alors moi, je peux parfaitement comprendre l'idée qui sous-tend cet album. Je vous avoue qu'on a parlé d'Indochine il y a quelques semaines, donc vous connaissez mon amour démesuré pour la musique des années 80 et ce côté un peu électro, voire New Wave. Moi, j'ai l'impression qu'on assiste là plus à un collage sur l'album qu'un véritable métissage. C'est ce qui me gêne un peu sur cet album. Moi, j'ai infiniment de tendresse pour eux. Ça n'enlève rien à la tendresse que je peux avoir pour eux. Mais sur cet album-ci, effectivement, entre la naïveté des paroles et puis ce collage des musiques, j'avoue que je suis moins enthousiaste que les albums précédents. Légère réticence, Cristiano. Je partage un peu le sentiment de Michel. Les sentiments de Michel. Merci, c'est un homme de goût. C'est un C'est homme le de gang goût. des barbus. Ah ben oui, c'est vrai d'ailleurs. Avec des noms Et italiens. aussi mais en effet, je partage un peu son sentiment. C'est vrai, dernièrement, par exemple, j'ai beaucoup travaillé au Brésil et effectivement, au Brésil, on sent cette métissage, pas métissage, désolé pour le collage. Le collage avec la musique malienne, la musique africaine. Bon, vous savez, il y a encore une tradition. Et c'est vrai que là, j'ai senti aussi quelque chose d'un peu plus trop technique donc je peux partager un peu son sentiment. Les réticences. Voilà. Ouais. Partons donc pour le Québec avec Mathieu Dugal, grand amateur de musique électronique. Est-ce que vous avez le sentiment que là, quelque chose se passe ou quelque chose d'artificiel? Alors, je vais me faire le grand défenseur des jeunes générations qui aiment les pistes de danse et pour qui une musique qui fait bouger est une musique qui a en partie réussi son pari. Moi, j'aime beaucoup ces habits neufs de la musique africaine. On a parlé il y a quelque temps du dernier album d'Oumou Sangaré ici. Il y a aussi Bongwana Star qui rassemble des anciens membres de Staff Benda Bilili, dont l'album a été réalisé par Dr. L. Et Fali Poupa, dont on a parlé récemment. effectivement, je n'étais pas là, mais j'ai beaucoup aimé l'album également. Et au Et nous contraire... aussi, hein, Mathieu. Nous Pardon? aussi. Nous On aussi. en a dit beaucoup de Nous bien. aussi. Bon, ben, j'en suis fort aise. Donc dansons. Mais en fait, c'est une réalisation qui est très intéressante parce qu'elle entre en résonance avec un son de la musique africaine qu'on connaît peut-être moins et qui utilise aussi beaucoup les synthés, beaucoup les boîtes à rythme. Quand on regarde, par exemple, ce que l'excellente étiquette Awesome Tapes
from Africa a fait avec la musique du continent peut-être davantage anglo-saxon. On parle du Ghana notamment. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve comme esthétique sur cette étiquette-là. Et Adrien Durand, d'ailleurs, il est allé voir, c'est lui qui est allé voir Amadou et Mariam quand il a su qu'ils travaillaient sur du nouveau matériel. Et lui, bon, il a tout son background de musique électronique et ça colle quand même assez bien. Et il y a quelque chose, oui, qui est dans l'air du temps. Oui, peut-être que ça flaire la recette par moment, mais il y a quand même des références assumées à tout un univers musical, par exemple, des années 80. Et moi, j'ai trouvé qu'il y a de la guitare dans cet album-là qui sonne vraiment très Cure, très Johnny Marr. C'est un excellent guitariste, Amadou Bakayoko. Hein. C'est un fan de Jimi Hendrix. Hein. Absolument, mais dans l'écrin d'Adrien Durand, on retrouve des sonorités assez Smiths, assez Cure dans le son de la guitare, tout ça avec les boîtes à rythme. Pour moi, c'est un télescopage qui marche magnifiquement. Et d'ailleurs, à dessein, l'excellente étiquette Because Music a réalisé un album de remix de pièces qu'on retrouve sur cet album-là. Et l'album de remix est absolument splendide. Dans les deux cas, c'est une réussite. Moi, je donne un 9 +++. Voilà, Amadou Mariam, La Confusion, voici l'album. Alain Gerlache. Chez nous aussi, ils sont évidemment très connus. Je dirais que c'est l'album des grands écarts. Hein. On le voit bien. Il y a l'écart entre la musique dansante et alors les préoccupations plus complexes, voire inquiétantes, qui sont liées à l'état du monde. Et d'ailleurs, on en a parlé aussi lorsqu'on discutait de la philosophie aujourd'hui. Et puis alors, musicalement, on sent bien qu'il y a en effet la volonté de rester quand même fidèle à une tradition. Et aussi, il y a des pépites dans cet album où, manifestement, on ne vise pas le succès radio, mais où on se lâche davantage. J'ai eu l'impression que c'était davantage les morceaux qui étaient chantés dans la langue locale, mais en tout cas pas en français, que les morceaux français, eux, étaient davantage fabriqués pour faire des hits. Moi, j'ai préféré ces morceaux-là où on sent qu'ils se lâchent, qu'ils vont plus loin et qu'ils expérimentent et qu'ils vont au bout d'une envie de modernité. Ça, j'ai trouvé ça sympathisant. Alain, si je peux me permettre, on ne dit pas la langue locale, on dit la langue nationale. La langue nationale, oui. Mais voilà. C'est du Bambara. C'est du Bambara. Et c'est la langue nationale du Mali. Il faut terminer sur cette affaire. Est-ce que finalement le débat quasiment ethnographique sur, au fond, les musiciens africains appartiennent à une culture, donc en gros il faut qu'ils y restent et qu'ils n'en c'est sortent pas. débile. Mais c'est la même chose. Débile. Mais Guillaume, on a vécu ça, nous, notre génération. C'était comme avec le blues. Hein. On disait, mais est-ce que les Blancs peuvent jouer du blues et est-ce que d'abord le blues ne doit pas être rural et acoustique et confiné au Mississippi et pas utiliser des instruments électriques? C'est absolument débile. C'est vouloir confiner les Africains au monde, on va dire, traditionnel. Les Africains, ils sont aussi modernes que nous, ils vivent dans le même monde. C'est ce que vous voulez dire Michel, qui parlait d'un débat esthétique. Hein. J'ai bien compris, mais... Merci de préciser, parce que c'est pas du tout ce que je pense non plus. Mais il y a ce risque. Il y a évidemment toujours ce risque de vouloir dire aux Africains, il faut que vous restiez purs dans votre tradition, etc. Et surtout que vous n'apparteniez pas au monde moderne. Ouais. Eux, les Africains, ils veulent avoir du succès de la même manière que les Français, les Belges, les Canadiens, c'est ça que j'ai trouvé Suisses, justement etc. intéressant. Et donc, ils veulent faire la musique qui a le son d'aujourd'hui, tout en gardant évidemment leur personnalité. Mais leur demander, au nom de quelle pureté ethnique, etc., on leur demanderait de continuer à ne pas utiliser de synthé, à ne pas utiliser de boîte à rythme, à ne pas avoir de remix, etc. Ça n'a absolument aucune sorte de sens. Le bémol de ton... Non, mais il faut être précis. Alors, je vais être très précis. C'est très bien pour ceux qui nous ont suivis, et Mathieu, d'ailleurs, il faisait référence. On a beaucoup parlé des récents métissages en musique africaine. Dans cette émission, on a parlé de Fally Ipupa, on a parlé des fils et pères Diabaté avec Lamo Mali, on a parlé de Moussa Sangaré, on a parlé de Youssou N'Dour. Et là, je trouve qu'effectivement, ces métissages, ces démarchages, on va dire, dans le futur, eux, sont esthétiquement et artistiquement plus aboutis, justement, que le travail d'Amadou et Mariam sur ce disque-là. Je veux dire que je ne refuse pas à Amadou et Mariam de le faire. Simplement, moi, artistiquement, je reste sur ma faim là-dessus, alors que Fally Ipupa, on l'a dit, j'ai dit tout le bien que je pensais de Fally Ipupa ou de Moussa Sangaré dans les émissions précédentes. Mais ça n'est pas idéologique. Voilà. Ton jugement, on les laisse tranquilles dans leur coin. Pas idéologique, mais pour Amadou et Mariam, ne vous engueulez pas, ou plutôt engueulez-vous. Amadou et Mariam, l'album s'appelle La Confusion et il vient de sortir.
et il est extrêmement réussi si on en croit l'interactivité, puisque chaque album sur Internet est applaudi, notamment sur Instagram par Marie Prune, qui trouve que, d'abord, qui exprime qu'elle est une grande fan d'Amadou et Mariam et qui adore cet album qui s'appelle La Confusion. Vous nous suivez sur Twitter, sur le site internet de TV5 Monde ou sur la page Facebook de l'émission, aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Nous allons passer aux Zap Culture avant d'intervenir et avant de vous proposer donc le dernier débat. Parce que le Zap Culture, vous le savez, est un tour du monde de la francophonie. De Bruxelles au Pérou, d'Ouzbékistan à l'Inde, sa photo scrute l'intime. Riopelle aime l'étoile chargée, peinte avec intensité. Joan Mitchell est plus posée d'étoiles épurées où il y a de la transparence. L'exposition Top Secret décode l'histoire et l'évolution de la protection des messages d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Je ne veux pas être touchée. Je jure que je ne ferai rien, assieds-toi juste avec moi. Pourquoi hier tu as touché ma poitrine? Une scène de harcèlement qu'auraient vécu de nombreuses actrices qui sortent du silence, à l'instar d'Asia Argento, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, mais aussi des actrices françaises. J'ai l'impression que cette chape de silence qu'il y a eu autour de lui, elle existe autour de tas d'autres prédateurs. Quand les choses se gâtent, personne ne bouge, objectif bousculer le spectateur. Mon propos, c'est de tendre un miroir aux spectateurs pour leur montrer comment ils réagiraient. Peut-être inconsciemment, je pense à cette jeune démocratie qui se bat, qui lutte. Je me dis que l'héroïne de mon film, elle ressemble un peu à cette Tunisie en transition. Les hommes marionnettistes qui sont dans ma ville ne donnent pas les formations de marionnettes aux filles. Je ne sais pas pourquoi. On est certes différents, on continuera à l'être, ça on ne pourra rien y faire pour changer, mais dans notre différence, on reste tous des êtres humains, tout simplement. Son idée à la base, écrire en arabe sur le front des Israéliens et en hébreu sur celui des Palestiniens, et mettre en image une cohabitation possible. Une guérilla urbaine qui fit 43 morts et 1200 blessés et que ressuscite avec un réalisme saisissant la cinéaste Catherine Bigelow. Ce goût pour l'actualité, on le doit au premier scénariste d'Astérix, René Goscinny. C'était déjà un des rédacteurs en chef du journal Pilote. Donc quand on est rédacteur en chef d'un journal, il faut être forcément branché sur son temps. Il y avait un acte de filiation entre les deux et je ne voyais pas par où ça passait. Et je l'ai trouvé finalement. J'ai trouvé que c'était via les photos où on voit ce chapeau melon qui est échangé de manière très symbolique de Magritte vers Brotars. La manière dont Brotars fait une photo de Magritte avec un chapeau melon à l'intérieur de son atelier devant un tableau d'un homme en chapeau melon. En clown, il faut tout le temps jouer avec ton costume, il faut l'intégrer, il faut avoir des... Il faut tout le temps avoir des tics. C'est le mbala aussi pur et dur. Le mbala pur et dur, c'est une musique populaire au Sénégal. Et venir voir le grand bal, c'est découvrir en même temps la musique et découvrir comment les gens y bougent autour de cette musique. Bonjour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Jusqu'à Barbara, les femmes chantaient les mots des hommes. Et Barbara s'est mise à parler comme une femme, à parler de l'attente, à parler du désir, à parler de la sensualité, à parler du corps, à parler de la solitude aussi. Et j'ai calmé ma violence, ma plus belle histoire. Voilà le dernier débat de ce 300 millions de critiques qu'on est entièrement consacré au film Blade Runner 2049 et surtout à son réalisateur qui s'appelle Denis Villeneuve. Voici la bande-annonce de Blade Runner et nous parlons de Denis Villeneuve. Toutes nos civilisations se construisent sur le dos de travailleurs corvéables à merci. Je ne peux en produire qu'en quantité limitée. Joyeux anniversaire. Les choses obéissent à un ordre. Voilà ce que nous faisons ici. Nous maintenons l'ordre. Le
monde repose sur un mur de séparation entre deux classes d'êtres. Si nous disons à l'une d'elles que ce mur n'existe pas, nous récoltons la guerre. Tu es flic. J'ai occupé ton poste dans le temps. Et j'étais doué. Je sais. Qu'est-ce que tu veux? Vous posez 2 ou 3 questions. La clé de l'avenir est enfin révélée. Amenez-le-moi. Ils savent que t'es ici. Je te le dis depuis toujours, tu es exceptionnel. Ton histoire n'est pas terminée. Il reste une page. Mathieu, alors qui est Denis Villeneuve? Parce que les gens connaissent ses films, mais Ouais. qui est-il? Ben, Denis Villeneuve, il faut dire que s'il n'est pas connu à l'extérieur du Québec, au Québec, c'est quelqu'un qui est, je n'irais pas jusqu'à dire vénéré, mais disons qu'on l'aime beaucoup et depuis très longtemps. C'est le produit d'une émission de Radio-Canada. C'est l'émission vraiment qu'il a lancée. Bon, il aurait peut-être fort probablement réussi sans cette émission-là, mais au début des années 90, on avait une émission qui s'appelait La course Destination Monde, où des réalisateurs partaient vraiment faire le tour du monde et c'était une course littéralement, un concours de réalisation de documentaires internationaux. Denis Villeneuve avait remporté l'édition à laquelle il s'était présenté. Et depuis ce temps-là, il est dans le portrait. Il a fait beaucoup de films. Et d'ailleurs, j'ai apporté ici quelque chose qui représente très bien la place qu'il occupe. Alors, vous avez ici, donc, la une du prestigieux magazine Wired, où on voit Denis Villeneuve en compagnie de Ryan Gosling, en compagnie de Harrison Ford, notamment. Et j'ai apporté avec moi un de mes documentaires préférés, donc du grand documentariste québécois Pierre Perrault. C'est L'Oumigmag. C'était son dernier documentaire en 1994. Et le lien entre Wired et l'histoire du documentaire québécois, eh bien, c'est Denis Villeneuve, qui était l'assistant de Pierre Perrault sur ce dernier documentaire-là de Pierre Perrault, qui est magnifique, qui se passe dans le Grand Nord, où il est à la recherche de bœufs musqués qui vont se battre. Donc, c'est la période de rut des bœufs musqués. Et donc, les paysages qu'on voit dans ce documentaire-là, on a l'impression que la mémoire de Denis Villeneuve les a repris partiellement dans... Est-ce qu'on peut avoir une idée de la liste, justement, des films qui ont marqué? Parce qu'en fait, en France, on connaît beaucoup Dolan à cause du Festival de Cannes, la presse qui lui a rendu un hommage considérable. Et on connaît moins Villeneuve, qui pourtant a fait des films qui, dans le monde entier, marchent plus. Bien, qu'ils ont fonctionné énormément. Et même dans les années 90, il ne faut pas oublier qu'il a été le deuxième réalisateur à avoir une nomination aux Oscars après Denis Arcand. Dans les années 90, il a fait Un 32 août sur Terre, il a fait Maelstrom, mais c'est véritablement avec Incendie, la pièce de Wajdi Mouawad qui l'avait vraiment soufflé et qui lui avait donné le goût de revenir au cinéma, parce qu'il avait quitté le cinéma pendant assez longtemps. Il a quel âge maintenant? Il a près de 50 ans. Et c'est quelqu'un qui vient donc d'une petite région du Québec. Il ne vient pas d'un milieu de cinéphiles. Son père est notaire. Il a grandi à côté d'une... Et il vit au Québec ou il vit à Los Angeles? Il vit au Québec. Il vit au Québec? Oui, oui. Et donc, il est quelqu'un qui est on dit au Québec, c'est une drôle de bibite, Denis Villeneuve. Parce que vous savez que... Il faut sans doute donner un mot d'explication. La francophonie peut avoir ses méandres, ses pièges. Alors, c'est un original. Voilà. C'est un original. C'est bien ce que je pensais. Vous savez, dans son film de présentation pour la course Destination Monde, au début des années 90, il se définissait comme un camérazor.
L'homme à la caméra, donc une référence évidemment au film de Dziga Vertov qu'Eisenstein avait détesté, mais qui en même temps était un film qui était très novateur dans les années 20. Et Denis Villeneuve a cette particularité-là d'avoir été quelqu'un qui est un peu un inclassable dans le cinéma québécois parce que il a fait dès les années 90 des films qui étaient vraiment des ovnis à l'époque. Et alors, il faut rappeler aussi. Mais ce qui est dingue, c'est que maintenant Hollywood s'arrache Denis Villeneuve, c'est-à-dire qu'il est original, mais il a su quand même pas se couler dans le moule. Au Festival de Namur. Exactement. Alors là, j'avoue que voilà, je l'ai interviewé pour Incendie au Festival international du film de Namur en Belgique. Si j'avais su que j'étais en train d'interviewer celui qui allait faire la suite de Blade Runner, qui est quand même un film culte et qui est maintenant réclamé à corps et à cri par Daniel Craig pour faire le prochain James Bond, c'est vous dire comment Denis Villeneuve impressionne et est demandé par l'industrie cinématographique, donc notamment à Hollywood. Mais ce qui est génial avec lui, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'il arrive à conserver sa patte québécoise. Ouais. C'est-à-dire que dans Blade Runner 2049, il y a cette neige en Californie. Bon, évidemment, nous sommes dans le futur, mais il l'a dit, il y a une interview extrêmement intéressante qu'il a accordée à Radio-Canada, où il dit qu'il a un rapport intime, évidemment, comme tous les Québécois, avec la neige, et qu'il a voulu mettre ce côté québécois dans le film. Et il a un esthétisme radical. On l'a vu avec les images, et pour avoir vu Blade Runner 2049, c'est pas du tout un film de science-fiction comme Star Wars, pas du tout. Il a respecté l'esprit de K. Dick, Philip K. Dick, donc l'auteur de science-fiction, enfin d'anticipation, qui est lui aussi culte. Blade Runner, pour ceux qui l'ont vu ici et ceux qui l'ont vu savent que c'est vraiment un film mythique avec une esthétique très particulière. Et là, c'est là où il est génial, moi, je trouve, Denis Villeneuve, c'est que vraiment, il a su respecter cette esthétique. Et là, on a 2h40, c'est radical. Ça ne fait pas autant de chiffres que prévu. Il y a un démarrage assez... pas vraiment un démarrage en trombe, parce que c'est un film radical. Il y a un esthétisme incroyable. Oui, mais aux États-Unis, c'est plus décevant. Il ne faut pas oublier que le premier Blade Runner aussi avait été un bid. On oublie là, parce que c'est un film qui a pris du galon, qui est devenu culte avec les années. Avec la deuxième version mais aussi. Ça avait été une catastrophe, là, critique, au guichet partout. Et donc, il reprend aussi... il a fait des clins d'œil très avisés avec le premier film. Michel Serruti. Si je peux me permettre, moi, je n'ai pas une connaissance exhaustive de Villeneuve, mais j'ai vu Premier Contact et j'ai vu Blade Runner 2049, et paradoxalement, alors Blade Runner 2049, moi, je trouve que... Alors, c'est son esthétique à lui, c'est sa force, et puis en même temps, il a vraiment prolongé le travail qu'avait fait Ridley Scott dans celui de 82, véritablement, même si c'est complètement son film, on est entièrement d'accord. Et ce que je trouve intéressant, alors là, on va faire un petit cocorico francophone, mais Ridley Scott, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un produit d'Hollywood, c'est un réalisateur anglais qui avait fait Alien et ensuite qui était déjà un film qui était assez personnel dans les années 70 à Hollywood. Ensuite, il a été engagé pour ça. Et Ridley Scott le dit lui-même. L'esthétique de Blade Runner, le premier, c'est Möbius, le dessinateur français. C'est cette BD-là. Jean Giraud, de son vrai nom. Oui. Merci. À qui il avait demandé d'ailleurs de participer au décor sur le premier Blade Runner, mais il n'avait pas pu le faire parce qu'il était pris sur un autre film. Et puis, c'est aussi un truc, alors Mathieu, le geek des revues, on oublie ça, c'est Métal Hurlant. La fameuse revue française qui était traduite aux États-Unis et qui s'intitulait Heavy Metal et qui était vraiment suivie aux États-Unis. Et dans le premier Blade Runner, paradoxalement, enfin pas paradoxalement, mais grâce à ça, on retrouve cette esthétique-là, donc qui est francophone, même française. Et puis, alors Villeneuve a repris, a poursuivi, je trouve, génialement cette première esthétique et l'a fait sienne. Mais là où je trouve qu'il a vraiment une patte encore plus marquée que sur Blade Runner, c'est dans Premier Contact, le film de l'année précédente, qui pour moi est vraiment un des meilleurs films de science-fiction que j'ai vu depuis très 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 longtemps, encore plus que Blade Runner, je trouve, même si c'est un film réussi. Et là, on a vraiment la patte, le côté artistique de Denis Villeneuve encore plus. Voilà, c'est simplement une petite précision que je veux l'amener, parce que paradoxalement, c'est pas forcément dans Blade Runner que je le trouve le plus original, créatif et vraiment ce qu'il est. Je trouve qu'il a eu une formidable intelligence de poursuivre un travail existant. Mais ça lui permet de toucher un public sans doute beaucoup plus vaste, parce que avec ne serait-ce que le fait que le titre est porteur, forcément, ça le fait entrer dans l'univers cinématographique de plein de gens qui ne le connaissaient pas nécessairement. Mais il aurait pu se buter sur plein de trucs, parce clair. que l'héritage de Blade Runner, évidemment. Et donc là, les enjeux étaient élevés. Il y a un énorme défi. C'est aussi un film un peu canadien, puisque le héros principal est joué par Ryan Gosling, qui si je me trompe, est ontarien. Alors,
Les critiques que l'on peut entendre, ce sont des critiques qui portent un peu sur le scénario. Certains trouvent que c'est en fait un peu long, 2h43, bon, parfois un peu complexe. Mais ce sont des critiques quand même relativement marginales par rapport, me semble-t-il, à quelque chose qui est fondamental, c'est l'actualité de la thématique. Parce que cette espèce d'interrogation d'une machine qui se demande si elle est humaine, c'est vraiment au cœur des problématiques d'aujourd'hui et des questions que l'on se pose dans notre rapport avec la technologie, dans notre rapport avec la machine, dans notre rapport avec l'intelligence artificielle qui apprend de nous au point où elle sera peut-être un jour en mesure de nous remplacer. C'est ce que disent un certain nombre de gens. Il y a quand même aujourd'hui des ordinateurs qui ont été capables de communiquer entre eux et nous ne comprenons plus ce qu'ils se disent. Donc je trouve que c'est très actuel avec, pour moi, une valeur esthétique extrême. Je trouve que c'est un film superbe. Et je voudrais aussi insister sur quelque chose qui n'a pas encore été dit, sur la bande-son de Hans Zimmer, qui est absolument remarquable. Ce n'est plus une musique de film, c'est une véritable bande-son avec de la musique, avec du bruitage, avec quelque chose qui se situe entre l'illustration sonore et la musique. Et c'est un travail que moi j'ai trouvé remarquable. Mais alors, Alain, justement... Dernier point et après Cristiano. Et à ce propos, c'est que la barre était très très haute. Oui, bien sûr. Justement, parce que de la même manière que le film Blade Runner n'avait pas été un succès à ses débuts, la musique de l'original par Vangelis c'est ça qu'il avait fait connaître. Était passée un peu inaperçue, à tel point que Vangelis n'avait pas voulu, alors qu'il sortait de l'Oscar pour Les Chariots de Feu, donc il était au sommet de sa renommée, il n'avait pas voulu publier d'album de la musique qu'il avait composée pour Blade Runner parce qu'il estimait que c'était d'abord trop juste en minutage et d'autre part, lui disait « mais est-ce que c'est à la hauteur de ce que j'ai fait pour Les Chariots de Feu ?» Or, ce qui s'est passé, c'est que de la même manière que pour le film, les années passant, mais la musique de Blade Runner par Vangelis, qu'il a fini par publier, je crois, en 94 ou 94 pour vous deux, nous sommes francophones, est devenu non seulement absolument culte, mais l'inspiration d'une génération entière de musiciens d'électro qui se réfèrent à la musique de Vangelis pour Blade Runner, beaucoup plus qu'à celle qu'il a pu faire pour Les Chariots de Feu ou pour beaucoup d'autres des films dont il a illustré la musique, à tel point, Cristiano, que d'une certaine façon, certains pensent que la musique de Blade Runner, c'est en fait, avec les instruments évidemment électroniques d'aujourd'hui, c'est l'équivalent de ce qu'était la musique classique au siècle précédent, au pluriel. Aujourd'hui, je dois être toujours dans la même idée de mon voisin. Voilà, c'est pour ça qu'on est assis l'un à côté de l'autre, c'est parfait. C'est parfait. Mais ils sont nombreux dans ce cas-là, ils sont nombreux. Et en effet, je partage aussi, je suis assez étonné par rapport aux deux films que aussi j'ai pu voir comme lui. Je suis assez étonné par rapport à un produit hollywoodien dédié vraiment à un grand public, où il y a des temps de réflexion assez longs, où il y a une esthétique sublime, ce paysage dystopique qui reprend beaucoup, même dans mon domaine, la vidéo art. On a vu aussi, il y a beaucoup d'artistes maintenant on parle de McQueen qui a repris, qui est rentré, qui est à la fois vidéaste et qui en même temps a fait des films comme 12 Years a Slave. Oui, et en effet, c'est très intéressant, même par rapport à tous les discours qu'on a fait jusqu'à maintenant, la philosophie, la musique. On est aujourd'hui confronté avec une naturalisation de certaines recherches qui ont été faites dans le passé. Donc les gens ils se sont même un peu plus à l'aise, ou peut-être certaines recherches du passé font aussi que les gens en ces moments compliqués, ils se posent un peu plus en philosophie, musique. Et donc, ils peuvent apprécier un produit comme celui de Villeneuve. C'est à la fois incroyablement industriel et incroyablement sophistiqué. C'est ça, c'est assez sophistiqué, c'est nouveau, c'est quelque chose. Alors, je pense que c'est ça
les phénomènes qui rendent Villeneuve un peu spécial, parce qu'il est entre deux choses, tout le monde peut comprendre et tout le monde il se retrouve à l'aise avec un certain imaginaire. Et voilà. Moi, j'ai juste un mot à dire sur le rôle des femmes. Je pense qu'il est en avance sur Hollywood parce qu'à chaque fois, il a des héroïnes très fortes. C'est le cas dans Blade Runner 2049, même si ce ne sont pas les personnages principaux. Mais on l'avait vu dans Incendie, on l'a vu dans Premier Contact. Je pense que là, il a anticipé ce qui se passe aujourd'hui à Hollywood. On met les femmes plus en avant. Je parle des héroïnes, notamment dans les excusez-moi, les super productions, je ne vais pas dire blockbuster. Et je ne sais pas si c'est lié à lui, au Québec, ou au fait que ce soit un homme d'aujourd'hui, mais je trouve ça assez important. Et d'autant plus, alors juste un petit coup, parce que c'est tellement rare, je suis obligé de vous le dire, parce qu'on parle des femmes, que c'est une actrice suisse qui joue le rôle de la faiseuse de rêve, c'est Carla Juri. Donc c'est tellement rare qu'on ait des acteurs et des acteurs suisses qui plus est dans une super production hollywoodienne, faut le dire. Et en plus, elle joue formidablement bien. Et voilà la reconnaissance de Denis Villeneuve. Là, il s'agit de l'interactivité internationale. Et les Québécois en sont évidemment très fiers. Lors du Festival du Nouveau Cinéma de Montréal, le réalisateur a eu le droit à une ovation, comme en témoigne ce tweet de Téléfilm Canada. Vous nous suivez sur Twitter, sur la page Facebook de l'émission, avec évidemment toutes les informations qui se trouvent en bas de l'écran. Nous allons commencer, ou plutôt terminer, par les coups de cœur, en vous remerciant de nous suivre avec ce paysage magnifique derrière nous. Mathieu. Alors, je reviens avec ça. Vous avez aimé Blade Runner, vous voulez aller voir où Denis Villeneuve a commencé son apprentissage avec les grands. Ben, c'est avec Pierre Perrault. Et ironie du sort, c'est une collection qui s'appelle La quête d'identité collective. De quoi est-ce qu'on parle dans Blade Runner, si ce n'est que de l'identité, notre identité. Ça s'appelle L'Oumigmag. C'est un documentaire qui date de 1994, des bœufs musqués dans le nord du Canada. C'est de toute beauté. Bœufs musqués en rut, En rut. En rut, oui. On change absolument tout. Alain. Le Festival international du film historique de Waterloo. Alors, ce n'est pas parce que j'habite là que j'en parle, c'est la 5e édition. Waterloo-toi. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de films historiques, en fiction et aussi en documentaire. La qualité monte. C'est intéressant de voir que c'est un genre qui se développe. Estelle. Un événement qui me tient à cœur, les Trophées francophones du cinéma, c'est aussi la 5e édition. C'est un événement que nous soutenons, TV5 Monde soutient cet événement parce que ça défend le cinéma francophone. Les nommés sont connus. Vous pouvez aller sur notre site internet tv5monde.com pour les découvrir. La cérémonie, ce sera le 16 décembre à Yaoundé, au Cameroun. Et parmi les films nommés, il y a Divine, un film français, et il y a aussi un film camerounais, La patrie d'abord, de Thierry Tamac. Voilà, Cristiano, donc coup de cœur aussi. Ben, je vous suggère d'aller visiter une exposition tout à côté d'ici. C'est au Mamac, c'est l'exposition autour de Nice, donc l'école de Nice nouveau réaliste. Donc c'est absolument étonnant, allez la voir parce que le Mamac, c'est un musée qui aujourd'hui il a une nouvelle direction avec Hélène Guénin qui vient du Centre Pompidou-Metz. Je dois dire qu'elle fait un travail exceptionnel avec très peu de fonds. Et donc on va voir Ben Armand, Armand, mais surtout on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici, surtout dans les années 50, fin 50-60. Moi-même, je connaissais pas très bien l'histoire ici de la côte. Je suis resté absolument étonné, donc je le conseille vivement. On va tous aller à ce musée Michel. Alors un site internet pour mon coup de cœur, s'intitule philosophie.ch, tout simplement, parce qu'on parlait philo dans le premier sujet. C'est vraiment un site qui s'adresse aux amateurs de philosophie avec 2 niveaux d'entrée. Il y a un niveau expert, il y a un niveau généraliste. Donc chacun peut y trouver son compte. C'est un site qui est véritablement une référence, qui est mis en ligne et qui est tenu par l'Université de Berne, notamment, plutôt un côté académique. Donc philosophie.ch, c'est vraiment une référence et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de sites de ce type-là ailleurs en Europe. Yves. Alors, je vais vous surprendre parce que mon coup de cœur n'est ni un objet culturel, ni une création artistique. C'est le discours du président Emmanuel Macron à la foire du livre de Francfort le 10 octobre dernier. Son discours sur la francophonie et sur la langue française, les écoles bilingues et le français compris dans le multilinguisme international et planétaire d'aujourd'hui, donc une vision très moderne du XXIe siècle, de la place de la francophonie et du français, de la culture pour renouer les relations entre les peuples, entre les êtres et entre les pays, et qui est la vision que nous partageons, nous, à TV5 Monde. Voilà, merci 1000 fois. Nous sommes à Monaco et nous sommes ravis et nous y serons encore la semaine prochaine.
bonne journée et bonne semaine à vous tous. Et nous nous retrouvons donc dans une semaine. Ciao.